Ce qu'on voit, et ça va donner comme ça la possibilité d'introduire les propos de Xavier Emmanuelli, ce qui est assez fascinant dans cet après-midi, c'est la valeur de l'expérience. Et vous l'avez évoqué quand vous dites la parole, l'expertise de celles et ceux non seulement qui vivent, mais qui pensent aussi ce qu'elles vivent. Et on a commencé avec vous, Elena, et c'était à mon avis le marqueur qui s'est incrusté dans tout ce qui a suivi. Et chacun s'est mis au diapason de cette réalité, et j'allais dire a osé quelquefois des propos qui ailleurs auraient été considérés un peu transgressifs. Et donc on voit que quand on aborde aujourd'hui ces questions, et Xavier Emmanuelli était aussi une personne qui a transgressé l'ordre des choses en imposant une certaine vision à l'action politique, d'une certaine façon. Donc probablement que ce qu'on ressent déjà de ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une urgence à agir parce qu'il y a une capacité d'action. C'est-à-dire il y a une intelligence qui est à la portée des politiques. La vraie question, c'est quel type d'attention, et c'est là où c'était important, vous l'avez dit à un moment donné, et la dimension culturelle, la dimension réflexive qui a été aussi abordée, elle est fondamentale. On doit avoir une exigence à la hauteur, effectivement, du défi. Et c'est là, Daniel Fesch aussi, vous aviez raison, moi j'ai noté sur mon petit papier ce que vous avez dit. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous satisfaire aujourd'hui d'expédients. Et on le voit comme un petit peu le mot transversal, en tous les cas la ligne transversale qui a parcouru cet après-midi. C'est pour ça que je trouve que c'est pas anodin et qu'on a envie d'aller plus loin. Et on sait également le nombre, j'allais dire, de personnes qui, dans l'anonymat de leur action quotidienne, au quotidien et quelquefois aux marges des préoccupations de la société, investissent des champs qui sont déterminants pour le devenir de notre démocratie. Elle ne se joue pas uniquement dans les ronds-points devant les grandes surfaces. Et je trouve que c'est également cet hommage que je voulais rendre à Xavier Emmanuelli, puisqu'il a rendu aussi visible des situations qui étaient invisibles, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas voir. Et à travers finalement ta personnalité, c'est-à-dire à travers aussi bien la force de tes analyses, mais aussi le message, je dirais quelquefois spirituel, que portent ces analyses, des gens ont considéré qu'il était urgent d'agir. Voilà, donc on a besoin d'un SAMU. Aujourd'hui, il y a eu le SAMU social, il y a eu cette mobilisation aussi de la création des SAMU, mais peut-être qu'on a besoin d'un SAMU des droits de l'homme aujourd'hui qui se met en œuvre, et on a l'impression que les acteurs sont là. Je te donne la parole. Oui, merci de m'avoir invité à cet échange. La qualité des intervenants tout l'après-midi, je suis venu et j'ai assisté à tous ces échanges et je suis très satisfait de ça. D'abord, je connaissais plein de monde. Ça me fait penser que quand j'ai créé le SAMU social, j'étais à Nanterre. Après tout un long périple, en particulier, j'avais travaillé pendant 5 ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis comme médecin-chef. C'était en pleine flambée du sida. Et là, je peux dire que la prison a été mon école sur la grande exclusion. Parce que là, le rapport au corps, le rapport au temps, le rapport aux autres, le rapport au territoire, tout ça s'était bouleversé. Et il y avait une clinique, particulièrement une clinique secrète. Moi, je suis un clinicien, je suis un médecin signes, diagnostic, symptômes et traitements. C'est pas comme ça que ça se passait. Il y avait un langage très bizarre, très secret, très mystérieux, qui était l'exclusion. Il y a une clinique de l'exclusion. Quand les gens ne sont pas regardés, ils ne se regardent plus. Et quand on ne se regarde plus, tout peut arriver. C'est-à-dire, les gens sont privés de leur corps. Dans l'exclusion, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de temps. On leur disait, bon, vous venez pour votre pansement, allez, venez mercredi. Mais mercredi, ça ne veut rien dire. Pourquoi pas mardi, vendredi? Cette notion du temps a disparu. On est dans un présent perpétuel. Le temps ne bouge pas. En tout cas. Et donc, les lésions s'aggravent. J'ai vu des lésions inouïes à Nanterre. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose dans la parole. Je ne vais pas faire Lacan. Il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas dire. Et donc, il faut aller à leur rencontre. Et c'est ça. J'avais eu le privilège, auprès d'un maître bien aimé à Créteil, Pierre Huguenard. Bon, je sais qu'il est discutable, mais pas pour moi. J'avais appris l'hôpital hors les murs. Il faut aller à la rencontre des gens, des accidents de voiture. Les gens,
par définition, quand il y avait un accident de circulation, c'était le bon samaritain, le docteur de l'ambulancier, que sais-je, qui ramenait en vrac, mettait à l'hôpital. Non, il faut aller au-devant parce que les gens ne peuvent pas prendre l'initiative, ils ne peuvent pas parler, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Donc, l'hôpital Hors-les-Murs. Et le aller vers, c'était une trouvaille géniale. Aller à la rencontre des gens qui n'ont aucune façon, ne peuvent s'exprimer et ne peuvent dire leur malheur. Donc, j'ai monté le concept du SAMU social, tout pompé au SAMU. J'avais le plaisir d'y avoir participé et je savais comment ça fonctionnait. J'ai donc le SAMU social. Alors j'ai été voir la DAS, tout ça, bien entendu, on m'a envoyé balader parce que c'est nouveau. Comme on m'a dit plus tard, quand j'étais secrétaire d'État, mais enfin, quand j'essayais de faire bouger les choses, mais enfin, monsieur le ministre, on a toujours fait comme ça. Ben oui, pourquoi se faire chier? On a toujours fait comme ça. Et faire autrement, c'est une faute professionnelle. Vous ne pouvez pas. Tu as un cadre, et c'est infernal de dépasser ce cadre. C'est pas possible. Donc j'ai été voir, après la DAS, j'étais au Conseil général, puis j'ai été finalement reçu par quelqu'un de chez Simone Veil, qui était là, pourtant une femme qui était quand même à l'écoute, c'était une grande noblesse. J'ai été reçu par la technocrate de service. On me recevait, parce que le président de MSF, on le reçoit. J'explique, et pourtant ça avait fait le tour de tous les conseillers du ministère. Et avec un culot monstre, la fille me regarde et dit: Monsieur, docteur, nous ne ferons pas votre système. Parce que vous allez faire apparaître une population que nous ne saurons pas traiter. Ça a été dit comme ça. J'avais un peu les boules, quoi. Je l'ai répété pour voir. En me regardant dans les yeux, elle me redit, du haut de sa technicité, me dit ça. J'ai trouvé mauvaise, mais il y a une justice. Hein. Quand j'étais nommé au gouvernement, je l'ai re-rencontré. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas méchant, mais on s'est regardé. Et voilà. Tout ça pour dire que c'est très difficile de sortir de son cadre. Et ce que je pense, c'est que on est obligé de travailler dans les interstices. Mais les interstices sont difficiles à voir. Déjà, on est coincé par la sémantique. On dit la pauvreté, la précarité, la marginalité, l'exclusion. Mais oui, c'est comme des poupées russes. C'est des choses différentes. On ne peut pas le dire, ça. De même, et j'en sais quelque chose, quand on parle des personnes âgées. Je suis une personne âgée. Mais on dit c'est les seniors, c'est les aînés, c'est le troisième âge. Donc il y a un flou dans les définitions. Et c'est comme disait, je crois, une femme politique, quand il y a un flou, il y a un loup. Et donc les choses qui ne sont pas nommées, on ne peut pas les traiter. Or, en fait, voilà ce qui se passe de nos jours. C'est que premièrement, on a quitté le monde des coutumes. Les coutumes sont totalitaires, on fait ça parce que nos pères ont fait ça, parce que les pères de nos pères ont fait comme ça. Et on est dans une démocratie, on est dans le monde des lois. Les lois, c'est un débat, puis elles changent, coutumes, on ne peut pas. Et donc on est entre deux mondes, le monde coutumier et le monde moderne des lois. Et donc on est dans le brouillard. Mais donc c'est extrêmement difficile à s'y reconnaître. De plus, la clé, c'est qu'on est dans une dynamique. On ne peut pas dire c'est les anciens détenus, c'est les exclus. Ça ne veut rien dire. C'est les personnes âgées. C'est que des processus dynamiques. On est dans des processus. Et comment faire pour suivre? On peut dire que c'est des communautés de cheminement, les gens ont un destin commun à un moment. Mais c'est difficile de traiter des choses. On est dans la transformation, dans la métamorphose. Et comment courir après la transformation et la métamorphose? Mon maître bien-aimé, je regarde Bernard, parce qu'il l'a bien connu. Ça a été le tien aussi. Mais je l'aime encore, il est mort depuis 20 ans, mais il disait, vous êtes vachement intelligent, vous. Oui, Pierre Huguenard, j'ai le droit de... Pour les gens qui ne savent pas du SAMU, Henri Mondor, il était célèbre à côté de Maurice Rapin. Il était célèbre par ses colères aussi. Et il disait, vous êtes formidable, qu'est-ce que vous êtes intelligent, moi je suis un pauvre con. Vous décrivez le monde comme ça,
J'arrive pas à vous suivre. Moi, ce que je vous demande, c'est... Vous ne décrivez le monde qu'en fonction des solutions que vous apportez. Le reste, je m'en fous. Et j'y comprends rien. Et ce côté pragmatisme cynique, mais qui disait de trouver des solutions, quelles qu'elles soient. On dit, mais tout est permis. Allez. C'est parce qu'il était un peu comme ça. Tout est permis. Sauf ce qui est interdit, bien entendu. Alors oui, mais c'est quoi qui est interdit? Mais tu verras bien, quand je te flinguerai, c'est que c'est interdit. Donc il faut avoir cette créativité, cette audace, cette transgression, parce que le monde n'est pas figé. Je voulais encore ajouter ceci. On parlait des lumières, et c'est bien. Je veux dire, tout part de Descartes, avec l'animal-machine. L'animal-machine, alors il y a des gens un petit peu pernicieux qui disent, bah, donc... un homme, c'est une machine. Oh non, non. Il y avait l'Inquisition qui n'était pas très loin, alors il disait non, c'est une machine, oui, mais avec une âme. Parce qu'il avait un peu... 100 ans après, c'est Julien de la Métrie qui a osé écrire, c'est un médecin, l'homme-machine. Et on est encore sur ce principe, qu'on est des mécaniques. Quand je vois, on parle de l'homme augmenté, mais pour moi, un homme augmenté, c'est un homme diminué. Parce que, bien sûr qu'on est une mécanique, non, je ne vais pas, on peut la changer, le poumon, on peut le changer, le foie, on peut le cœur, que sais-je. C'est formidable d'être une machine. Seulement, ce n'est pas ça, la finalité humaine. Et donc, c'est de trouver sa place. De trouver sa place dans le symbole. Un homme, il ne vit que dans le monde symbolique. Donc, aussi une anecdote. Les premiers temps, je faisais c'était Chirac, le maire de Paris, qui m'avait poussé à faire le SAMU social. Et donc, les premiers temps, il ne m'a jamais donné de budget, mais il a mis à disposition des équipes. Et puis, comme il était aussi le président du conseil général, j'ai pu avoir... On disait, vous ferez le système d'Emmanuel. Bon. Et j'étais obligé de dire, parce qu'on avait très peur de ces gens, on ne les connaissait pas, des gens de la rue. Les gens de la rue, les travailleurs sociaux, les assistantes sociales se demandaient, ils ne vont pas nous sauter à la gorge comme ça, sortir de... Ils ne connaissaient pas, c'est une autre tribu, c'était... Et alors, j'étais obligé de leur dire, et je le pense vraiment, de la transcendance, cette nuit, dans les rues de Paris, parce qu'on peut travailler que de nuit, vous allez rencontrer des gens qui sont de même rang et de même statut que vous. C'est très difficile à faire passer, pas de même rang social évidemment, mais de même statut dans la création, si j'ose dire, aussi important. Mais faire passer ça, c'était extrêmement difficile. C'est un problème philosophique de l'altérité, quoi. C'est quoi l'autre ? Et on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas en effet des droits transcendants. C'est difficile à dire, il n'y a pas besoin des droits de l'homme et du citoyen, pas des droits économiques et sociaux, les droits d'être sur la Terre. Alors je voudrais finir sur une pensée que je vais peut-être me faire chahuter. C'est une parabole. Un homme en perdition dans la montagne. On sait qu'il y a un mec qui est en danger de mort. Donc on trouve tout à fait normal qu'on envoie... les hélicoptères, les sauveteurs, les CRS, les gendarmes, tout ça. Normal, c'est un mec en danger de mort. Et quelqu'un en danger de mort, il est le représentant de toute l'humanité. C'est notre état sur la Terre d'être si fragile et d'aller vers la mort. Donc il est en danger, il est l'ambassadeur de tous les hommes. On y va, on le sauve, c'est formidable. On le ramène, on s'aperçoit que c'est un pédophile, un assassin d'enfants, enfin ça. Il y a donc deux niveaux. Il a des comptes à rendre avec la société, c'est vrai. C'est les droits, on va voir. Mais les droits inaliénables, il faut lui sauver sa vie, quel qu'il soit. Et ça, c'est un grand mystère que personne ne peut résoudre. Je me dis des fois, il y aurait Pol Pot, Adolf Hitler dans le ruisseau en train de perdre son sang, qu'est-ce que je ferais? Mais je le sauverais. C'est aussi con que ça. Après, il aurait puis heureusement qu'il y aurait la justice des hommes, mais il y a un moment très mystérieux de la place
de chacun d'entre nous qui doit avoir ses droits d'être, d'exister, d'être dans la justice et avec les autres. Et il me semble que tout notre travail, c'est de faire exister l'honneur d'être un homme.